merci beaucoup, Julia, cette super conférence qui a finalement fait une belle balade en fait des aspects quand même un petit peu physiques par moment jusqu'à la prise de position des scientifiques face à ces nouvelles inquiétantes et ce besoin de changement. Donc voilà, je pense que je ne vais pas poser moi la première question, je vais ouvrir la discussion avec l'aide bien sûr de Pierre-Louis qui suit aussi le chat. Donc je ne sais pas, Pierre-Louis, est-ce qu'il y a déjà des questions dans le chat? Pas encore. Ça devrait être. Alors, est-ce que quelqu'un aurait oralement déjà une question J'ai une question de immédiate? Fabrizio Butera. Peut-être que Fabrizio, tout à l'heure, vous êtes présenté, vous voulez prendre la parole directement avec votre caméra et puis. Très volontiers, merci Julia, c'était vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé ton argument sur les services publics, et sur la santé publique. Et je pense que c'est un argument qu'il faut vraiment utiliser de façon très forte. Mais je vois venir les esprits chagrins qui pourraient dire, mais en fait, c'est tout simplement la couverture en service et la couverture sanitaire, indépendamment du fait que ce soit public ou privé. Hein. Dans un pays comme en Suisse, il y a une couverture totale en termes de santé, mais c'est pas public, c'est privé. Donc, comment est-ce qu'on peut dire non, il faut que ce soit public? Ça, c'est une très bonne question et je pense, et je ne suis pas nécessairement la meilleure personne pour y répondre, surtout que quand je parle des services publics, en fait, je parle des services qui sont à disposition de tous, indépendamment de la façon dont ils sont livrés. Par contre, comme nous avons pris cette perspective de système d'approvisionnement, c'est-à-dire une perspective d'économie politique de système d'approvisionnement, nous avons pu nous pencher pas sur le système de santé publique spécifiquement, mais nous nous sommes penchés sur l'électricité, les transports publics et l'eau. L'eau, c'est ma collègue Kate Bayliss qui avait déjà beaucoup étudié ce sujet auparavant. Et comme nous étions dans le contexte du Royaume-Uni, où la privatisation est la reine, on a vraiment pu constater les effets différents. Et ça, c'est quelque chose qui a été... c'est un article, on a réussi à le publier, mais en fait, au départ, c'est une demande qui est venue du rapporteur spécial de l'ONU sur la pauvreté et les inégalités, qui est venu faire un rapport sur le Royaume-Uni il y a 2 ans et demi. Et il connaissait Kate Bayliss, qui était ma collaboratrice, qui est incroyable là-dessus, qui fait beaucoup de justement cette politique économique autour des systèmes d'approvisionnement. Et comme il la connaissait, il lui disait, mais Kate, il a dit, Kate, est-ce qu'il y a sur la pauvreté au Royaume-Uni, est-ce qu'il y a un problème avec la privatisation? Et puis Kate, elle lui a dit, oui, à fond, mais oui, mais il faut absolument que tu inclues ça dans ton rapport. Puis il lui a dit, ok, ben écoute, d'ici 48 heures, tu me fais un rapport là-dessus, puis comme ça, on l'utilise. Donc voilà, c'était ça. Elle m'a appelé tout de suite. On avait 48 heures, illico presto subito, comme quoi quand on dit qu'on a besoin de temps pour écrire des papiers. Là, on avait déjà fait beaucoup de recherches et tout ça, donc c'était un travail de... Mais on l'a fait, hein. On l'a livré, ce rapport qui faisait une dizaine de pages en 48 heures. Il l'a utilisé. Ça a été dans son rapport final. Et puis, pour la petite histoire, moi, son rapport final est sorti le jour, un des jours où on avait une réunion de groupe avec notre conseil scientifique. Donc, j'ai pu dire au conseil scientifique, regardez nos travaux en impact. Le rapporteur spécial de l'ONU sur la pauvreté extrême dit que la privatisation... En fait, en gros, son constat, c'est que de privatiser des services publics essentiels auxquels tous ont besoin est incompatible avec les droits humains. Et ça, c'était basé sur notre rapport. Et il n'a pas fallu, et puis son rapport était dévastateur parce qu'il y a beaucoup de pauvreté en Angleterre, l'austérité c'est l'horreur, etc. Et il n'a pas fallu attendre 2 heures avant que la réponse du gouvernement britannique ne soit « Nous allons traîner le rapporteur spécial de l'ONU en course-poursuite, nous rejetons entièrement ce rapport. » Voilà, aucune suite. Donc, on l'a fait, on l'a dit, on l'a publié, et puis ça ne servit à rien. Voilà. C'est triste, mais c'est génial, je vais aller lire ça. Merci. Oui, mais ça soulève bien le problème les scientifiques peuvent alerter. Après, on doit être relayé en fait par des soutiens et par des pressions pour faire changer les choses.
Ça, on le voit bien, et je pense que c'est aussi un des soutiens finalement à ces mouvements d'activistes qui pensent que les choses vont pas assez vite et qu'on peut comprendre, et que je soutiens également totalement. Moi, j'ai aussi une question, s'il n'y en a pas d'autres pour le moment dans le chat. Julia, tu disais à un moment donné, je ne suis pas sûr d'avoir compris complètement juste, n'étant pas complètement dans le domaine, mais d'une certaine manière, quand tu parlais des égalités des consommations énergétiques, et que finalement, pour tendre vers, enfin, que l'égalité déjà aiderait en fait à atteindre la décarbonisation, et que un élément de cet objectif passerait par finalement du high-tech, ce qui est un peu contre-intuitif sur certains points de vue, si j'ai bien compris, pour optimiser la consommation énergétique, en fait, si c'est bien ce que j'ai compris. Alors déjà, peut-être tu peux répondre si c'est juste, cette analyse. Et puis ma question, elle est en fait que on peut essayer de diminuer la consommation énergétique par une optimisation high-tech, mais il y a le coût des technologies et des extractions que tu as aussi mentionné comme un facteur négatif. Et on a vu dans d'autres conférences et plusieurs dans ces cycles des séminaires interfacultaires que finalement, au-delà de la consommation elle-même, des extractions, la consommation énergétique énorme derrière les extractions, il y a la limite des éléments eux-mêmes qui nous pend au nez et qui est en train de se rapprocher à grands pas, et qu'en fait, un certain développement technologique ne sera simplement pas faisable physiquement, ou bien il faudra écorcher complètement la terre pour pouvoir extraire toutes ces ressources. Donc, que les scénarios, en fait, on avait vu une conférence là-dessus, les scénarios qui sont même vendus ou qui étaient projetés peut-être comme l'avait fait Exxon, et certains certainement ne nous ont pas été communiqués, par exemple des GAFAM, montraient déjà, probablement il y a déjà un certain temps, qu'on n'aurait jamais assez de ressources en fait pour suivre leurs projections de vente d'appareils informatiques et de globalisation de la consommation informatique sur la planète. Donc on se retrouve un peu devant un défi. Et je me demande si j'avais bien compris cette question de passer par du high-tech pour réduire la consommation énergétique. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on n'a pas un problème de ressources simplement physiques, les éléments pour construire en fait ces aspects high-tech? Merci Antoine. Donc c'est une bonne question, et c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre par oui ou par non, parce que dans notre étude, on n'a pas encore regardé la dépendance des matériaux. Donc, j'ai travaillé sur les matériaux, cette question des matériaux critiques. J'ai travaillé dessus quand j'étais encore une économiste, quand je faisais encore de l'écologie industrielle, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais donc, je sais que c'est une question importante autour du lithium, du néodymium, voilà. Mais moi, les technologies de pointe dont je parle ici sont des technologies pas du côté de la production, mais du côté de la consommation énergétique. Donc, quand il s'agit de mettre de l'isolation autour des bâtiments, ou de mettre des LED, ou de mettre des plaques à induction plutôt que des plaques normales, c'est pas ça qui va faire qu'on n'a pas assez de ressources en métaux rares ou métaux critiques. Donc, en fait, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a la façon dont Yamina Saheb essaie de le faire comprendre, c'est qu'il faut trois choses. Il faut de l'efficacité, il faut de la suffisance et il faut du renouvelable. Si on essaye de faire que du renouvelable dans une lancée croissante de demandes de consommation énergétique, qui en plus est complètement inégale et gaspillante, etc., on va aller droit contre le mur, on va avoir des gros problèmes avec ces ressources critiques. Par contre, si on fait de l'efficacité et de la suffisance, on a de très très bonnes chances de s'en sortir avec une demande bien amoindrie de, par exemple, du lithium, etc. Mais je n'ai pas encore fait tous les calculs. Dans les ménages, ce qu'on a donné dans notre modèle, c'est qu'on a donné un téléphone mobile à tout le monde à partir de l'âge de 10 ans et un ordinateur portable à tous les ménages du monde. Je ne sais pas à quoi ça correspond. On pourrait le calculer. Voilà. Et puis, de toute façon, depuis la pandémie, tout le monde dit « Ah ouais, mais c'est pas assez. » C'est déjà un début. Voilà. Merci, tu as très bien répondu. Alors, je vois que Colin lève la main, mais alors juste avant, on va revenir sur les questions dans le chat. La première est de Philippe Vaillat. Je vous vois avec votre caméra. Philippe, si vous voulez prendre la parole, je vous laisse intervenir.
Attendez, je vais On réactiver vous votre entend. micro. Toujours le même gag. Bonsoir tout le monde. Je suis chargé de cours dans le master en durabilité. Et puis, j'ai une question qui va dans la même veine que celle qu'Antoine a posée. En observant ce qui se passe avec nos systèmes de santé, pandémie Covid, on pourrait faire l'hypothèse que c'est un effondrement du système sanitaire. On n'a plus les mêmes prestations, ça va coûter plus cher. On a plus d'inégalités aussi de traitement. Et le modèle de calcul que vous faites, il part sur quelle hypothèse? C'est que tous les systèmes de santé arrivent au moins au même niveau que celui qu'on avait en Suisse, ou il tient compte que peut-être on a atteint le climax de nos espérances de vie et qu'on devra vivre avec un système de santé moins performant? Alors, de nouveau, il y avait beaucoup de questions. Merci Philippe, il y avait beaucoup de questions là-dedans qui sont chevêtres, donc je ne vais pas probablement pouvoir répondre à la question telle que vous l'avez posée, mais je peux répondre à certains éléments. Un des éléments, alors qui est hallucinant dans ce domaine, moi je n'étais pas au courant, c'est que l'espérance de vie, l'augmentation annuelle du maximum de l'espérance de vie sur Terre est une constante impressionnante, c'est d'environ 3 mois par année. C'est un truc incroyable. Depuis 1900. Et ça, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, le Royaume-Uni, à cause de l'austérité depuis 2010, l'espérance de vie, elle s'est arrêtée, mais ce n'est pas une limite physique, c'est une limite socio-économique imposée. Voilà. Donc, il n'y a pas nécessairement de raison. Le système de santé subit un coût, c'est clair, mais aurait moins subi de coûts si on avait été conséquent par rapport à la prévention, si nos systèmes politiques et économiques avaient pris cette pandémie au sérieux dès le départ. Donc, il s'agit aussi d'une catastrophe qu'on aurait pu anticiper. Quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a une association de pays qui s'appelle les Wellbeing Economies, les économies qui sont focalisées sur le bien-être humain plutôt que sur la croissance économique. Et ces pays-là, il n'y en a pas beaucoup, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Islande, l'Écosse, le Pays de Galles vient de rejoindre, je crois qu'il y a aussi le Costa Rica, ont eu une performance par rapport au Covid qui était bien meilleure que celle de leurs voisins d'habitude. Donc, il y a aussi une autre réflexion à faire, c'est-à-dire que quand on est focalisé sur les systèmes de santé et de bien-être, on arrive à faire mieux. En fait, ils font mieux aussi au niveau économique parce que leur économie ont été moins touchées par les confinements. Donc, quand on met en avant la priorité sur le bien-être et la santé, on a une autre trajectoire, une autre réflexion et d'habitude on s'en tire mieux. Spécifiquement dans nos modèles, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement mis des hôpitaux avec un certain nombre de lits d'hôpitaux par personne, voilà, qui correspondaient plus ou moins à un bon niveau de santé au niveau international. Donc c'est assez basique hein, pour finir ce qu'on a fait. Voilà, mais ça c'est juste des éléments de réponse qui peuvent apporter une réflexion. Très bien, alors je vois qu'il y a également une question d'Alexandre Maillard, où on s'intéresse toujours donc, à la Suisse. Et donc là, on se demande comment on pourrait estimer la diminution du niveau de vie au niveau de la Suisse pour obtenir une égalité au niveau mondial. Oui, alors bonjour Alexandre et puis merci de cette question. Alors juste, c'est clair que ça demande une diminution du niveau de vie en Suisse, mais est-ce que niveau de vie et qualité de vie sont la même chose? Alors on a beaucoup de vocabulaire là autour, et niveau de vie, si c'est la même traduction qu'en anglais, si c'est living standards et niveau de vie, c'est le nombre de trucs qu'on peut consommer, le nombre de trucs qu'on peut acheter sur le marché, en gros, le nombre de gadgets qu'on a à la maison, c'est plus ou moins ça le niveau de vie. Donc ça, c'est clair, c'est en décroissance complète. Par contre, est-ce que la qualité de vie et le bien-être doivent pour autant être touchés? Et là, la réponse, je pense qu'elle est beaucoup plus nuancée. C'est-à-dire que, je vais juste vous montrer, je me permets juste de vous montrer un graphique qui montre ça, parce que je l'ai retrouvé, donc ça ne va pas prendre longtemps. Et je dis ça, mais ensuite, je ne le vois plus. Ça ne fait rien. C'est qu'on a regardé, dans l'étude, on a regardé les besoins humains, la satisfaction des besoins humains à l'intérieur des limites planétaires. On a aussi regardé la satisfaction de vie.
donc pas seulement l'espérance de vie, mais la satisfaction de vie, donc c'est vraiment la qualité de vie comparée à la satisfaction des besoins humains. Et ce qu'on a vu, c'est que si on satisfait les besoins humains, ça correspond, donc on en avait, je crois qu'on en avait 8 dans notre base de données, si on les satisfait tous, ça correspond en moyenne à la qualité de vie la plus haute qu'on peut mesurer sur Terre. Donc, en fait, on a besoin d'avoir nos besoins, la façon dont ça fonctionne manifestement, c'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir de la sécurité économique, on a besoin de ne pas avoir peur, on a besoin d'une précarité, on a besoin d'avoir un bon système de santé, d'avoir des bonnes relations sociales, etc. Et une fois qu'on a ce nombre de choses, avoir encore plus de la surconsommation n'aide personne. Et donc ça, c'est aussi intéressant, c'est de savoir si on peut réfléchir à un décalage entre la qualité de vie et puis le niveau de vie. Mais là, il y a aussi des questions, par exemple, se pose Marlene Saakian, qui est sociologue en consommation durable à l'Université de Genève. Il y a beaucoup plus à réfléchir là autour. Donc, c'est clair qu'au niveau de vie, ça demande une décroissance. Qualité de vie, ce n'est pas du tout sûr. Voilà. Notion très intéressante. Ça me fait poser quelques réflexions aussi. Mais avant que je vienne à prendre la parole, on a Colin Paliche qui voulait prendre également la parole. Je le laisse aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci infiniment pour cette conférence très intéressante et vraiment très instructive aussi, très riche, profuse en informations et aussi en pistes et en possibilités. Moi, je travaille particulièrement je suis doctorant en littérature ici à l'Université de Lausanne et je travaille plus particulièrement sur la question des récits, des imaginaires, de la prospective. Et en fait, la question qui m'est venue, c'était c'est finalement, j'ai l'impression qu'on se heurte, avant même la possibilité d'implémenter des solutions pratiques vers une transition vers la théorie du donut de Kate Bosworth. On se heurte surtout en amont à une impossibilité ou une difficulté de réception des informations. Et moi, la question que j'avais, c'est dans quelle mesure parce que j'ai le sentiment que là, on est majoritairement entre chercheurs et chercheuses, qu'il y a une imperméabilité, une très forte imperméabilité, voire un aspect hermétique en fait à l'intégration d'informations factuelles et rationnelles au regard des dangers que court justement l'équilibre du système Terre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en amont finalement contre lequel lutter, qui serait la peur de changer de système. J'ai l'impression que les gens sont peut-être au niveau de la population, on l'a vu aussi avec l'exemple de la ZAD, il y a une difficulté à transmettre ces informations parce que dire vivre avec moins signifierait vivre moins, ou vivre avec moins signifierait vivre en fait moins bien que maintenant, moins bien que ce qu'offre précisément parce qu'on est dans un pays riche aussi le système de consommation et de production dans lequel on est. Alors, comment combler finalement cet écart qui est presque plutôt un écart de psychologie sociale en fait, ou un écart finalement d'acceptation de la transition avant même de réussir à implémenter des solutions qui sont présentées dans les ouvrages dont vous avez parlé. Il me semble que cet écart-là, ce gap, il est particulièrement délicat. Absolument, et ça c'est quelque chose qui je pense interpelle beaucoup. Je pense que c'est, mais de nouveau, je crois qu'il y a aussi un déphasage générationnel, c'est-à-dire que les jeunes, je pense qu'ils sont dans une autre posture par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a une très forte envie de changer beaucoup de choses. Mais déjà, il y a environ 10 ans, je me souviens que Naomi Klein avait publié, c'était avant qu'il publie Changes Everything autour du capitalisme et du climat. Elle avait publié quelque chose qui m'avait beaucoup frappé, un article dans une revue qui disait en fait, la crise climatique arrive au mauvais moment, à un moment d'une pauvreté d'imagination de ce que peut être la société, de ce que peut être l'économie incroyable. Donc, on a une raison qu'on a du mal à réfléchir là autour, c'est parce qu'on nous a dit qu'on était à la fin de l'histoire, que le capitalisme avait gagné, qu'il n'y a qu'une seule sorte d'économie possible, qu'une seule sorte de société possible, et puis qu'on ne voit pas d'alternative autour de nous. Même si en théorie elle pourrait exister, c'est pas du concret, c'est pas du vécu.
et que cette pauvreté de l'imagination et des alternatives économiques est un énorme problème. Et c'est pour ça aussi que je me focalise sur l'économie écologique, c'est pour essayer de mettre en avant ce que ça pourrait être que quelque chose de différent, d'une manière ou d'une autre. C'est un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et je pense qu'il faut aussi, quand je regarde aussi la façon dont les débats se passent en Suisse, je pense qu'on a aussi un problème du fait qu'on a une population qui est très, très, très éduquée. La Suisse, c'est fantastique. Hein. L'éducation secondaire, voire tertiaire, est très, très répandue. Hein. Mais que l'éducation sur ce que c'est qu'une économie et la façon de la comprendre et la façon de la changer, ça, c'est très, très figé. Et l'éducation économique qu'on reçoit au niveau de la maturité, de l'école de commerce, etc., c'est quelque chose de très, très, très limité, de faux, de mainstream. Je parle comme une physicienne là, qui n'a rien à voir avec les réalités, qui refuse toute investigation empirique. C'est très, très grave. Et en plus, entre autres, dicté par la Banque nationale suisse, qui s'en sert dans l'éducation des jeunes. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail de communication. Un des plus importants travaux de communication à faire, je pense que c'est autour de ces systèmes économiques et du fait qu'on peut changer. On n'a pas besoin, on n'est pas... Il n'y a rien qui nous oblige à être dans ce système. Il n'a pas été créé par des lois de la nature, il est créé par des relations sociales, par des relations de pouvoir, par des relations historiques de quelle entreprise ou quelle industrie domine. Et ça, on peut le changer. On a le droit, démocratiquement, on se donne le droit de changer notre économie. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment mettre en avant, apporter l'économie à l'intérieur du débat démocratique. Ça, je pense que c'est un des seuls espoirs. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais les livres de Naomi Klein et d'autres aident à le faire, je pense. Merci beaucoup. Pierre-Louis, toi, tu avais une question aussi, je crois. Oui, mais du coup, Colin Palich l'a très bien reformulé. Mon idée, elle est un peu dans ce sens-là. Et puis, du coup, ça me fait penser, d'un point de vue plus scientifique, est-ce qu'on est capable un peu de quantifier on va dire ce delta sociologique où on pourrait justement avoir cette capacité à, je ne sais pas, par pays ou par habitant, de revenir on va dire, aux notions essentielles sans pour autant qu'on perde cette notion de bonheur. Je ne sais pas si c'est une notion qui existe, si elle est évaluée et si on peut la prendre en compte actuellement. Je pense que c'est une très bonne question. J'adore l'expression delta sociologique. Je pense que ça, je vais le réutiliser. Donc, il faut que je note que vous êtes l'auteur de cette expression. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. On a déposé un projet au FNS parce que c'est comme ça qu'on fait les choses, mais justement pour décliner ce que veut dire cette transformation pour différentes sociétés. Et ce que ça veut dire aussi pour le travail, pour le vécu quotidien des gens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est occupé. Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez souvent, c'est le rôle du travail dans le bien-être des gens, c'est-à-dire qu'on participe à la société, on a un revenu. C'est très important pour la stabilité. Et est-ce qu'on arrive à comprendre quelle est cette transformation du monde du travail, entre autres, là-dedans. C'est-à-dire, si on transforme tout, il faudra aussi transformer ça. Donc ça, c'est une des choses qui est, je pense, très importante. Parce qu'autrement, on est en train de parler d'une transformation où les gens ont peur de perdre leur emploi. Et ça, c'est le pire, c'est l'horreur. Ça, c'est super traumatique. Donc, il faut éviter ces événements traumatiques et il faut formuler des politiques qui sont à la fois écologiques, climatiques et sociales, qui permettent justement la protection de ce tissu social et la sécurité des gens. C'est-à-dire qu'on dit, nous sommes dans un moment de crise conjointe. Pour s'en sortir, il faut faire un très, très grand effort de transformation radicale, rapide, etc. Autrement, ça va encore s'empirer. Comment est-ce qu'on protège les gens? Comment est-ce qu'on formule des politiques qui protègent et qu'on dit, écoutez, on est ensemble, c'est un effort commun, un grand effort à faire.
mais on va y réussir ensemble, en travaillant ensemble, en ayant une solidarité, c'est-à-dire qu'on ne va pas permettre à toute une catégorie de la population de tomber de côté, d'être laissée pour compte. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle cette idée de Green New Deal aux États-Unis a beaucoup de force. C'est parce qu'ils refusent de laisser les populations les plus touchées, les frontline populations, de côté, c'est-à-dire les populations les plus touchées, que ce soit positivement ou négativement, sont les populations qui sont mises en avant de façon prioritaire et qui devront avoir un regard prioritaire sur le déroulement de ces programmes, c'est-à-dire qu'on demande une participation citoyenne à l'implémentation des politiques. Donc, je pense que c'est très, très porteur. Un des plus importants facteurs pour le bien-être, c'est une question d'autonomie critique. Est-ce qu'on arrive à participer à la société? Est-ce qu'on arrive à comprendre ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à interagir avec? Et pour ça, on ne peut pas juste dire, voilà, c'est ça la transformation, allons-y tous, plus rien n'est discuté. Il faut que ce soit quelque chose absolument de participatif, c'est clair. Alors justement, peut-être moi j'aurais envie de réagir. Enfin, j'entends avec vraiment intérêt tout ce que tu viens de dire. Et puis ça me fait immédiatement penser à un terme qui est coopératif, en fait, coopération. On parle beaucoup d'économie circulaire ou permacirculaire, mais j'ai l'impression, et je ne suis pas dans le domaine, donc là je parle en tant que biologiste très naïf et très peu au fait des théories dans ce domaine, mais il me semble qu'au vu de ce que tu viens de dire, là, une des pistes, c'est quand même une forme d'économie coopérative, parce que j'imagine qu'on pourrait presque aussi peut-être quantifier la perte finalement d'efficience, simplement au niveau de la société, en ne partageant pas les tâches, en faisant tout de manière individualiste. Est-ce qu'on pourrait quantifier finalement le gain qu'on aurait à passer à une sorte d'économie coopérative où on peut partager les ressources? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles qui sont discutées, qui sont quantifiées? Est-ce que ça pourrait être une piste de sortie finalement? Oui, en gros, oui. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant, c'est justement de réfléchir à quelle structure permet… Alors, je pense qu'un concept clé, c'est le concept de démocratie économique, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'on laisse les décisions les plus importantes de nos sociétés être faites par les lois du marché, qui ne sont pas du tout des lois naturelles, mais qu'on reprenne une emprise démocratique, on dise que le marché, l'économie fait partie de la démocratie, et ensuite, on peut réfléchir, c'est super intéressant, par secteur. On peut réfléchir par secteur, le secteur de la nourriture, de la santé, des transports, du bâtiment, des logements, enfin, voilà. Par secteur, quelles sont les institutions, les structures institutionnelles coopératives, mais coopératives de travailleurs, coopératives de consommateurs, coopératives D'habitation, communautaires, c'est-à-dire que c'est la municipalité qui a un regard dessus, une combinaison des trois. Quelle échelle, à quelle échelle est-ce que c'est gérable, est-ce qu'il faut une fédération? Voilà, on peut réfléchir selon le secteur, quel type de coopérative serait le mieux indiqué, quel secteur a besoin d'une échelle supérieure, par exemple le système de santé, c'est clair qu'il faut une certaine coordination nationale, voilà, mais pour d'autres secteurs, beaucoup moins. Donc, à répondre le questionnement de la démocratie économique sur différents secteurs, mais aussi sur différentes institutions macroéconomiques, donc le système de pension, de la sécurité sociale, la finance, des banques. Il y a beaucoup de réflexions à faire là autour, mais c'est clair que le secteur coopératif est très, très, très important et peut vraiment jouer un rôle primordial ici, c'est clair. Oui, je pensais plus même au-delà des coopératives qu'on voit naître un peu partout. Finalement, la Coop et la Migros, c'est les coopératives, peut-être pas comme on les imaginerait dans le monde idéal, mais pensez même plus loin, vraiment vraiment de nouveau, je suis un néophyte dans le domaine, mais une économie totalement basée sur cette notion de coopération, qui soit partie prenante et qu'on vraiment partage les ressources donc entre entreprises aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pertes qui se fait par l'individualisme des entreprises aussi, c'est clair. etc. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans ce domaine, mais c'était vraiment… Peut-être pas encore assez, mais il y a quelqu'un qui s'appelle Giuseppe Feola qui a écrit, qui a Utrecht, qui était d'ailleurs un ancien doctorant de Claudia Binder, qui est maintenant à l'EPFL. Et il est à l'université de Utrecht et il fait des recherches très, très intéressantes dans le domaine de l'agriculture et de la nourriture, justement sur comment est-ce qu'on arrive à transformer ces secteurs
en allant au-delà de ce qui existe actuellement. Donc, je recommande. Et puis, là aussi, une critique de cet aspect des transitions technologiques. On ne parle pas de comment et de quelles structures économiques vont avec ces transitions. Donc, je pense que c'est très intéressant. Mais je pense qu'il y aurait beaucoup plus à faire. Ça, c'est clair. On compte sur toi. Non, pardon, je ne veux pas te mettre trop sur les épaules. T'en fais déjà beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'aurais également une réaction, mais je vois qu'Alexis Madière a demandé la parole, donc je vais le laisser intervenir. Oui, merci beaucoup pour la présentation. C'est juste par rapport à la carte que vous avez montrée, qui est assez frappante, où certaines zones de la Terre deviendraient inhabitables, à ce Tocumen qui serait un peu bouleversé par ce scénario 8.5. Donc c'est frappant. Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu porter un regard un peu occidental, voire un peu impérialiste sur des territoires où actuellement, par exemple à Delhi en ce moment, il fait 41 degrés l'après-midi, à Calcutta, il fait 36 degrés, 38 degrés. Et donc, comment trouver cet équilibre entre dire qu'il y a des conditions de vie qui peuvent être très difficiles, en même temps pas avoir l'impression que des scientifiques occidentaux, c'est pas accusent, mais en tout cas pointent des régions où les gens sont je ne sais pas s'ils sont habitués, mais en tout cas où il y a déjà des températures très élevées qui existent. Je suis toujours en train de chercher mes graphiques parce que j'ai les graphiques pour cette étude, pour les différentes zones, pour les différents scénarios. Donc, on pourrait aussi regarder celui de 3 degrés, celui de 2 degrés, etc. Mais comme je ne le trouve pas, ce n'est pas très utile, mais c'est une étude de Mora et al. Et il y a une grande différence entre les températures hautes et les températures mortales. C'est-à-dire que le corps humain se refroidit d'une certaine manière. Il se refroidit avec la sueur. Et on peut supporter une température élevée beaucoup plus facilement si on est dans un endroit sec que si on est dans un endroit humide. C'est pour ça que c'est une quantité de chaleur et d'humidité, les deux ensemble, qui font que le corps humain, tout simplement, ne peut plus se maintenir autour des 37 degrés, et la mort suit très, très vite. Donc, c'est vraiment quelque chose où on meurt dans les 2 heures, en gros. Si on est face à ces conditions-là, c'est physiologiquement impossible de survivre dans ces zones, dans ces circonstances climatiques, à moins d'être à l'intérieur et climatisé. Donc, ce n'est pas un regard impérialiste là-dessus, ce n'est pas un regard colonial, c'est un regard, voici la réalité de la physiologie du corps humain. Et on est déjà en train il y a déjà des moments de la journée en Inde où on ne peut pas demander aux gens d'être dehors et de travailler selon où on est, la saison où on est. C'est parce que c'est tout simplement mortel. Et ça va aller en s'accentuant. Ça va devenir des journées entières, ça va devenir des saisons entières. Donc, c'est clair que voilà. Donc, ça, c'est... ensuite, ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair qu'il y a des grands problèmes autour du colonialisme du savoir, des restes de capitalisme post-colonial, de la façon dont les modèles, par exemple, du GIEC sont faits, où les inégalités perdurent, continuent à être inscrites dans les rapports du GIEC. Nordhaus, qui a reçu le prix Nobel de l'économie en 2018, ce qui est un scandale dans son modèle. Ça ne valait pas la peine d'agir en gros, son modèle disait qu'il faut comparer les coûts des impacts climatiques par rapport aux coûts d'agir pour empêcher le réchauffement climatique. Les coûts des impacts climatiques, quand cela tuait des personnes pauvres, c'est-à-dire en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, c'était discounted parce que les pauvres, ils comptent pour moi dans un modèle de coût. Donc, et puis ça, c'est quelqu'un qui a réussi à faire sortir les États-Unis du protocole de Kyoto. Et on lui a donné un prix Nobel en 2018. Donc, il se passe des choses assez scandaleuses. Je ne dirais pas que c'est ce modèle-là qui est scandaleux en particulier. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question parce que je suis devenue très en colère contre William Nordhaus, qui m'arrive de façon assez fréquente. Non, si, merci, c'était frappant de voir cette carte et réfléchir. Pour compléter, j'ai Antoine Guisan qui m'a fait suivre en fait, un article et je me permets de le mettre dans le chat. Oui, je voulais le mettre à tout le monde, je l'ai mis à toi, effectivement, Pierre-Louis, désolé. Voilà.
Je ne retrouvais pas un autre article en fait qui est vraiment publié, c'est peut-être celui que tu as utilisé, Julia, sur justement les conditions létales pour l'homme sur la planète. Je crois dans PNAS aussi, ou peut-être Nature Science, qui parlait vraiment des températures létales, alors que celui-là parle vraiment de la niche en fait finalement favorable à l'homme et comment elle évoluerait dans le futur. Donc il y a plein d'aspects très discutables dans l'approche globale, mais qui se base un peu en fait sur l'histoire de l'homme et sur ce qu'il a occupé comme climat idéal jusqu'à présent, pour voir ce qu'il occuperait dans le futur et un peu dans la même idée quels seraient les territoires qui seraient plus favorables, et c'est les mêmes que ceux qui sont montrés par Julia en fait. Mais il y a cet autre article que je ne retrouve pas, qui est plus spécifique sur les températures létales et ce que Julia a expliqué en fait. C'est vrai, il y en a un autre tout récent. qui est beaucoup plus récent, enfin de l'année passée. Ouais. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs. Et puis ça, c'est un impact parmi d'autres. Il y a aussi la montée des mers, enfin, il y a aussi le Bangladesh. On a des espèces de cataclysmes humanitaires qui se passent déjà, et puis que tout le monde ignore, parce que c'est qui va aller prendre des photos, c'est qui va parler de ça, ça intéresse qui. Voilà, donc on est déjà dans un contexte où les impacts climatiques qui existent ne sont pas considérés. Et puis c'est là aussi que justement Naomi Klein, elle est très importante dans ce domaine de la pensée autour de la socio-économie du climat, non seulement parce que ça a été une des premières à vraiment faire le lien de façon publique et claire entre le capitalisme et le système économique actuel et le climat, mais aussi parce qu'elle a cette notion de disaster capitalism, c'est-à-dire le capitalisme du désastre, par exemple dans l'après-tsunami, donc qui n'a rien à voir avec le climat, le grand tsunami de 2004 ou 2006, et puis où les grands propriétaires se sont lancés pour faire partie de la reconstruction, mais en fait, c'était un grand processus de dépossession permanente des communautés le long de ces côtes. Donc, cette idée de disaster capitalism devient très, très importante parce que ça veut dire que les crises climatiques vont être utilisées pour accentuer le désastre, pour en fait devenir des crises économiques. Et c'est ce qu'on a vu aussi au Porto Rico. Le Porto Rico, c'est un scandale. On a eu 3000 morts à cause de l'ouragan Maria. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout privatisé. Ils ont privatisé l'électricité, ils ont privatisé les secours, ils ont fait de cette île encore plus une colonie de ce qu'elle était avant. Mais et puis ça, c'est un scandale tout récent, ces dernières années. Merci Antoine pour l'article. Voilà. Si je me permets, j'ai une question par rapport à ce dont tu parlais dans ta présentation. C'était concernant donc, finalement ces pays qui s'intéressaient plutôt au well-being, donc Islande, Costa Rica, Écosse, tu disais Nouvelle-Zélande également. Alors, une question peut-être un peu simpliste, mais finalement, qu'est-ce qui nous empêche de faire pareil actuellement ? Rien du tout. La Suisse, par contre, il faut une certaine volonté. Mais moi, je serais très, très partante pour qu'on essaye d'avoir une collaboration entre les académiques et les politiques pour encourager la Suisse à suivre ce processus de devenir une well-being economy. Et puis, voilà, donc ils ont toute une espèce d'infrastructure pour engager les institutions publiques à faire cette réflexion avec eux, à réfléchir à ce que ça veut dire autrement. En gros, c'est un processus de réflexion de comment est-ce qu'on oriente les politiques publiques pour répondre au bien-être de la population plutôt que tout de suite aller vers la croissance économique. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'une fois que les institutions publiques et les fonctionnaires dans ces institutions ont commencé à faire ce genre de réflexion, ça les libère, ça libère l'imagination en fait, et ça permet de réfléchir autrement aux crises qui nous arrivent dessus. Donc je pense que c'est un processus très important. D'accord. Alors je laisse Philippe qui voulait peut-être réagir. Oui, est-ce que c'est une question, je vais la poser comme ça. Est-ce que de votre observation de comment cette pandémie est gérée au niveau suisse et international, vous entrevoyez des prémices ou des germes de ce vers quoi on devrait aller en termes de politique publique, de logique de coopération, de participation citoyenne?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on a vu le meilleur et le pire. On est toujours en train de voir le pire avec l'histoire des vaccins internationaux et la Suisse avec son industrie pharmaceutique certainement pas meilleure que les autres, on va dire ça simplement comme ça. Par contre, on a aussi vu des très très bons exemples de politiques publiques alternatives qui sont remontées à la surface grâce à la pandémie. Donc là, ce que je partage dans le lien avec le chat, c'est ce rapport qu'on a fait, moi j'ai ma participation à la tête toute petite, mais c'était, et ça c'est justement qu'on a fait ça en lien avec Wellbeing Economies, donc c'est ces 10 principes pour rebâtir de façon différente, et on a basé ce rapport sur des politiques existantes, c'est-à-dire que ma collègue Milena Books à Leeds, qui est quelqu'un d'incroyable, elle a fait tout de suite, toute seule, avec des collègues volontaires, une base de données des nouvelles politiques publiques qui étaient vraiment des bonnes politiques publiques positives. Donc, entre autres, beaucoup plus de vie publique dans les rues, de redonner l'espace public aux personnes plutôt qu'aux voitures. On avait ça, par exemple, dans beaucoup de villes européennes. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a énormément d'autres. Et une autre chose qui est très importante pour moi, c'est de remettre en avant quels sont les emplois dont nous dépendons vraiment. Donc, la pandémie, je pense que ça a permis à toutes les personnes très, très directement de se rendre compte de quoi nous dépendons. Nous dépendons de notre travail en commun et nous dépendons surtout des secteurs qui sont les secteurs de l'alimentation, de la santé et des services publics essentiels, l'eau, l'électricité, c'est tout. Et puis, une fois qu'on a ça, c'est bon, on peut tenir. Mais ce qui a été horrible au Royaume-Uni, c'est de voir à quel point le secteur de la santé a été sacrifié. Nous avons perdu des milliers de personnes dans le secteur de la santé qui en sont mortes pour rien. Et ça, c'est un outrage incroyable. Donc, que des médecins, que des infirmières, que des travailleurs dans le secteur de la santé meurent de ça, alors que c'était vraiment... Ils n'avaient rien, ils n'avaient aucune protection. Ils ont vraiment été livrés en pâture à cette pandémie. Et ça s'est passé dans beaucoup de pays et dans certains d'autres pas. Mais je pense que cette réalisation de savoir de qui nous dépendons, je pense que c'est quelque chose qui peut porter ses fruits d'une façon positive. Parce que ce n'était pas les grands de la finance ou les banques ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui nous a permis de survivre cette dernière année. Alors, juste pour revenir une dernière fois sur ce dont on parlait juste avant, Julia, donc selon toi, peu importe la taille du pays, c'est pas en fonction de ça qu'on peut réussir ou ne pas réussir à prendre ces engagements-là. Alors, le son est coupé. Non, ce n'est pas du tout la taille du pays qui compte. D'accord. Pas du tout. Non. Donc, je pense que c'est vraiment chaque pays peut et devrait pouvoir s'engager dans ce genre de direction. D'accord. Je me posais la question parce que tu nous as montré une figure tout à l'heure où tu montrais que finalement la croissance économique était un des gros impacts négatifs. Finalement, on pourrait se dire qu'on a une corrélation plus ou moins liée à cela, puisqu'on sait que les gros pays, entre guillemets, vont avoir une croissance économique qui est censée aller de pair. Oui, mais ça, c'est un indicateur intensif dans le sens où c'est pas la croissance économique, c'est un pourcentage. D'accord. Donc c'est pro-rata de la taille du pays. C'est pas le PIB, c'est pas les millions de dollars, c'est le pourcentage. Ça marche, merci. Et puis, en fait, ça va avec l'extractivisme. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est qu'on a des économies qui sont des économies en forte croissance. Et que cette croissance économique, pour finir, elle ne sert à personne dans ces économies parce que c'est les industries extractives qui se l'accaparent. Et puis, ça part dans les îles Caïmans, dans les Panama, en Suisse. Ouais. Donc, et puis, je pense que c'est très, une autre personne que je n'ai pas mentionnée, mais qui est très, très importante ici, c'est Thomas Piketty, qui montre justement que la croissance économique augmente l'inégalité et puis que la croissance économique, je crois que c'était 80% de la croissance économique va dans les poches des 1% les plus riches. Donc, de penser que ça nous sert à nous, c'est très, très... c'est très, très... Ouais. Nous, on n'en voit pas beaucoup la couleur, en fait. Et ça, c'est important de le comprendre. Ouais. Bah, de mon côté, c'est bon au niveau des questions. Je te remercie, Julia, pour avoir réussi à m'éclairer sur pas mal de points.
Au niveau des spectateurs, je n'ai pas eu de retour ni de main levée. Je ne sais pas si toi, Antoine, tu avais quelque chose à rajouter. Non, moi je crois qu'on a. Oui, il y aurait encore, j'imagine, beaucoup à dire. Enfin, je sais. Mais de mon côté, je pense que je vais garder ça pour des discussions quand je croiserai Julia dans les couloirs, quand on pourra de nouveau se croiser plus librement. Et puis peut-être, je crois qu'on est déjà presque 7h moins quart. On va, je pense, arriver au bout de de la discussion. Je vois qu'il y a juste encore quelque chose dans le chat. Excellente conférence. Donc voilà, je crois que c'est le mot qui nous aide à terminer. Moi, je voulais surtout encore énormément remercier Julia pour cette conférence et tous ces éléments et cette discussion vraiment vivante qu'on a eue et qui est, j'espère vraiment que le tout début de l'histoire. Il faut qu'on en ait beaucoup plus, à mon avis, de ces discussions. Et c'est vraiment des discussions de société qu'on n'a peut-être pas assez eues. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Comme tu disais, plus intégrer la discussion aussi sur l'économie qu'on veut au sein de tout le monde. Donc voilà, je ne vais pas refaire la conférence. Je remercie vraiment très, très chaleureusement Julia pour son intervention. Je voulais aussi profiter, je ne le fais pas souvent, pas assez, pour remercier Pierre-Louis pour tout le travail qu'il fait en amont et derrière pour organiser ces conférences. Sans lui, il n'y aurait pas ces conférences tout simplement. Donc merci Pierre-Louis aussi pour ton très beau travail. Et je crois que sur ce, je peux souhaiter bonne soirée à tout le monde. Et peut-être juste laisser le mot de la fin à Pierre-Louis pour annoncer la prochaine conférence. Merci Antoine pour ce gentil mot et cette attention. Donc oui, je donne rendez-vous à tout le monde dès mercredi prochain, donc mercredi 12 mai 2021, avec Jean-Louis Weber, donc, qui nous vient de France, et qui nous parlera en fait, donc, ce coup-ci, des crises économiques liées à l'environnement. Ceci sera modéré par Anne-Christine Favre, et donc le rendez-vous est toujours le même à partir de 17h15, et vous avez toutes les informations sur le site du SIE, et vous pourrez retrouver donc cette présentation de Julia dès normalement vendredi également sur le site du SIE. Voilà, je vous remercie à tous et passez une très bonne fin de semaine. Merci, à bientôt. Au revoir Julia. Au revoir tout le monde, merci beaucoup, merci Antoine, merci Pierre-Louis. Merci à toi, bonne soirée à tous. Bonne soirée.